Le manuel d'Épictète, pensée 68. Quand quelqu'un te fait du mal ou qu'il dit du mal de toi, qu'il te souvienne qu'il croit y être obligé. Il n'est donc pas possible qu'il suive tes jugements, mais les siens propres. De sorte que, s'il juge mal, il est seul blessé, comme il est le seul qui se trompe. Car si quelqu'un accuse de fausseté un syllogisme très juste et très suivi, ce n'est pas le syllogisme qui en souffre, mais celui qui se trompe en jugeant mal. Si tu te sers bien de cette règle, tu supporteras patiemment tous ceux qui parleront mal de toi, car à chaque rencontre, tu ne manqueras pas de dire « il le croit ainsi ». 69. Chaque chose présente deux prises, l'une qui la rend très aisée à porter et l'autre très mal aisée. Si ton frère donc te fait injustice, ne le prends pas par l'endroit de l'injustice qu'il te fait, car c'est par où l'on ne saurait ni le prendre ni le porter. Mais prends-le par l'autre prise, c'est-à-dire par l'endroit qui te présente un frère, un homme qui a été élevé avec toi, et tu le prendras par le bon côté qui te le rendra supportable. 70. Ce n'est pas raisonner conséquemment que de dire « je suis plus riche que vous, donc je suis meilleur que vous ». Je suis plus éloquent que vous, donc je vaux mieux que vous. Pour raisonner conséquemment, il faut dire « je suis plus riche que vous, donc mon bien est plus grand que le vôtre ». Je suis plus éloquent que vous, donc ma diction vaut mieux que la vôtre. Mais toi, tu n'es ni bien ni diction. 71. Quelqu'un se met de bonne heure au bain. Ne dis point qu'il fait mal de se baigner si tôt, mais qu'il se baigne avant l'heure. Quelqu'un boit beaucoup de vin. Ne dis point qu'il fait mal de boire, mais qu'il boit beaucoup. Car avant que tu aies bien connu ce qui le fait agir, d'où sais-tu s'il fait mal ? Ainsi, toutes les fois que tu as à juger, évite de voir devant tes yeux une chose et de te prononcer sur une autre. 72. En nulle occasion ne te dis philosophe, et ne débite pas de belles maximes devant les ignorants. Mais fais tout ce que ces maximes renferment. Par exemple, dans un festin, ne dis point comment il faut manger, mais mange comme il faut. Et souviens-toi qu'en tout et partout, Socrate a ainsi retranché toute ostentation et tout faste. Les jeunes gens allaient à lui pour le prier de les recommander à des philosophes, et il les menait, souffrant ainsi sans se plaindre, le peu de cas qu'on faisait de lui. 73. S'il arrive donc qu'on vienne à parler de quelques belles questions devant les ignorants, garde le silence. Car il y a bien du danger à aller rendre d'abord ce que tu n'as pas digéré. Et lorsque quelqu'un te reprochera que tu ne sais rien, sache que tu commences à être philosophe dès ce moment-là. Car les brebis ne vont pas montrer à leurs bergers combien elles ont mangé, mais, après avoir bien digéré la pâture qu'elles ont prise, elles portent de la laine et du lait. Toi de même, ne débite pas aux ignorants de belles maximes, mais si tu les as bien assimilées, fais-le paraître par tes actions. 74. Si tu es accoutumé à mener une vie frugale et à traiter durement ton corps, ne te complais point sur cela en toi-même. Et si tu ne bois que de l'eau, ne dis point à tout propos que tu ne bois que de l'eau. Que si tu veux t'exercer à la patience et à la tolérance pour toi, et non pas pour les autres, n'embrasse point les statues. Mais dans la soif la plus ardente, prends de l'eau dans ta bouche, rejette-la en même temps, et ne le dis à personne. 75.
L'état et le caractère de l'ignorant. Il n'attend jamais de lui-même son bien ou son mal, mais toujours des autres. L'état et le caractère du philosophe. Il n'attend que de lui-même tout son bien et tout son mal. 76. Signe certain qu'un homme fait du progrès dans l'étude de la sagesse. Il ne blâme personne, il ne loue personne, il ne se plaint de personne, il n'accuse personne. Il ne parle point de lui comme s'il était quelque chose ou qu'il sût quelque chose. Quand il trouve quelque obstacle ou quelque empêchement à ce qu'il veut, il ne s'en prend qu'à lui-même. Si quelqu'un le loue, il se moque en secret de ce louangeur. Et si on le reprend, il ne fait point d'apologie, mais comme les convalescents, il se tâte et se ménage, de peur de troubler et de déranger quelque chose dans ce commencement de guérison, avant que sa santé soit entièrement fortifiée. Il a retranché toutes sortes de désirs, et il a transporté toutes les aversions sur les seules choses qui sont contre la nature de ce qui dépend de nous. Il n'a pour toute chose que des mouvements peu empressés et soumis. Si on le traite de simple et d'ignorant, il ne s'en met pas en peine. En un mot, il est toujours en garde contre lui-même comme contre un homme qui lui tend continuellement des pièges et qui est son plus dangereux ennemi. 77. Quand quelqu'un se glorifie de bien entendre et de bien expliquer les écrits de Chrysippe, dis en toi-même, si Chrysippe n'avait écrit obscurément, cet homme n'aurait donc rien dont il se pût glorifier. Et moi, qu'est-ce que je veux ? Connaître la nature et la suivre. Je cherche donc qui est celui qui l'a le mieux expliqué. On me dit que c'est Chrysippe. Je prends Chrysippe, mais je ne l'entends point. Je cherche donc quelqu'un qui me l'explique. Jusque-là, ce n'est encore rien de bien considérable et de bien estimable. Quand j'ai trouvé un bon interprète, il ne reste plus qu'à me servir des préceptes qu'il m'a expliqués et qu'à les mettre en pratique. Et voilà la seule chose qui mérite de l'estime. Car si je me contente d'expliquer ce philosophe et que je n'admire que cela, je ne suis qu'un pur grammarien, au lieu d'être un philosophe, avec cette différence, qu'au lieu d'expliquer Homère, c'est Chrysippe que j'explique. Quand quelqu'un me dira donc « Explique-moi Chrysippe », j'aurai bien plus de honte et de confusion si je ne puis montrer des actions conformes à ces préceptes.